Donc je suis, comme tu l'as dit, non pas historien, mais géologue. C'est pourquoi ma présentation se focalisera pour l'essentiel sur les ressources minières de la Corse et sur l'appréciation qu'on a pu en avoir depuis le XVIe siècle. Il y a aussi d'autres ressources naturelles en Corse, beaucoup d'autres, le solaire, l'eau, le vent, etc., le bois, mais je n'en traiterai pas ici. Je me focaliserai sur les ressources minières. Je ne suis donc pas un historien comme beaucoup d'entre vous ici, un historien au sens de l'histoire, c'est-à-dire pour des périodes qui nous sont connues par l'intermédiaire de textes écrits, mais un peu historien quand même, puisque mon domaine d'investigation court depuis la naissance de la Corse, il y a environ 600 millions d'années. Alors, 600 millions d'années, c'est beaucoup, mais c'est seulement 10% de l'âge de la Terre. Donc, pourquoi a-t-on pu imaginer que la Corse pouvait être un Eldorado minier? Eh bien, au milieu du XVIIIe siècle, on va le voir, parce qu'il y a eu énormément d'écrits plutôt dithyrambiques sur ses capacités de receler des minerais. Et ensuite aussi parce que le XVIIIe siècle, c'est le début des révolutions industrielles, et la Corse est entourée de territoires comme l'Italie, et surtout comme l'Espagne, qui était connue déjà du temps des Romains comme l'Eldorado minier, qui ressource et la Sardaigne, toute proche, qui recèle de nombreux gisements miniers. Donc au cours de cette présentation, on fera un bref examen des modalités de genèse de quelques ressources minérales. Ceci pour comprendre pourquoi l'enthousiasme, puis les désillusions des prospecteurs et des mineurs, des temps jadis qui ne disposaient pas des outils dont on dispose aujourd'hui, pour connaître la dimension des gisements et pour connaître aussi leurs modalités de genèse. Donc, ici, brièvement, un état des lieux de l'Antiquité à nos jours, de l'environnement méditerranéen de la Corse. Donc, pendant l'Antiquité, je vous l'ai dit, l'Eldorado du monde antique, c'est l'Espagne, avec les mines essentiellement de la Sierra Morena, mais c'est aussi la Sardaigne, avec dans la partie sud-ouest de la Sardaigne, l'île des Îles. Ensuite, Rome va conquérir la Méditerranée, surtout à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, à partir de la Première Guerre punique, et va exploiter le mine ibérique, essentiellement plomb, cuivre et argent. Au Moyen-Âge, les technologies d'exploitation ne changent pas. On continue à exploiter comme pendant le monde antique. Au XVIe et XVIIe, il y a en Europe l'Espagne qui va... La péninsule ibérique, c'est l'Espagne et les Portugais qui vont inonder l'Europe des métaux précieux qui sont exploités en Amérique du Sud, essentiellement l'or et l'argent, accessoirement le platine, mais le platine de l'époque on ne sait pas l'utiliser, on ne connaît pas la métallurgie. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est à la fois la naissance de la géologie, les premiers inventaires des ressources minérales, et aussi le début de la présence française en Corse. Le XIXe siècle, comme on l'a vu, donc c'est le début de la révolution industrielle, donc c'est la ruée vers les métaux tous azimuts, la recherche effrénée des métaux de base, le plomb, le cuivre, éventuellement l'argent lié au plomb. Au XXe siècle, c'est l'époque des prospections stratégiques, c'est-à-dire on recherche de façon plus systématique les gisements minéraux, on fait des inventaires miniers, et on se met à rechercher des gisements de très très grande taille, parce que ce sont les plus faciles à exploiter du point de vue économique et aussi du point de vue environnemental. Enfin, le XXIe siècle, l'époque actuelle, c'est l'époque où on essaye d'avoir une exploitation minière plus raisonnée, où on commence à recycler les métaux et où on cherche des métaux spéciaux comme le lithium, le tantal, le niobium, les terres rares, et aussi où on se préoccupe d'une substance qui n'est pas un métal, c'est l'eau, et qui va devenir certainement l'objet de beaucoup de convoitises dans les temps qui viennent. Donc, les mentions de la Corse dans l'Antiquité, en ce qui concerne les minéraux, sont assez rares.
Et en fait, on cite une pierre mythique qui est la catochite. C'est Pline qui, dans ses écrits, parle de la catochite, pierre de l'île de Corse, qui a une vertu merveilleuse. Dès qu'on pose la main dessus, elle s'attache comme une. Alors, il y a eu un certain nombre de discussions sur la nature de cette catochite. Est-ce que c'est de la poix? Est-ce que c'est éventuellement de l'amiante avec de l'argile mêlée? Est-ce que c'est éventuellement d'autres produits? En fait, il y a des discussions sur ce sujet, mais il n'y a pas vraiment de consensus. Les premiers écrits sur lesquels on fait mention de minerais de façon claire, c'est l'évêque de Gênes, Agostino Giustiniani, qui, à la charnière entre le XVIe et le XVIIe siècle, parle du minerai de fer de Farinol et de Leyte et de veine de fer de la région de Nantes. Ensuite, au XVIIe siècle, on a d'autres auteurs qui mentionnent encore les mines en Corse, comme Angelo Francesco Colon, qui fait un inventaire, comment dirais-je, assez large, mais souvent en recueillant des détails assez anecdotiques, où il cite de façon claire la présence d'antimoine dans le Cap Corse, d'amiante à Farinol et dans le Nebbio, et de cuivre à Olmeta di Capocorse. Mais il cite aussi l'or et le diamant qui sont censés abonder dans l'île. Donc c'est à la fois un recueil de faits et un recueil de rêves. On arrive au XVIIIe, au siècle des Lumières, et donc lors de la première présence française en Corse, donc avant l'arrivée des troupes plus importantes, le commissaire de guerre à Ajaccio, Jean-François Louis de Chandran, entre autres description de la Corse, parle donc des ressources minières, et en fait ils ont fait une description non pas complète, mais relativement objective, puisqu'il dit les montagnes de Sicile renferment des mines de fer, de plomb, même d'argent. On y trouverait sûrement du fer, du plomb et du cuivre dans d'autres endroits, mais on ne parle pas, dans son livre, il ne parle pas de métaux précieux, d'or, ou même de diamants. Les choses ont changé avec Jossin, qui, le premier, va parler donc, dans la région de Cognane, de mines qui doivent être assurément riches en or, donc en argent, en cuivre, là on sait que c'est possible, mais il parle de mines d'or en Corse. Et en fait, c'est le premier auteur à le citer et à l'écrire, et on va voir qu'il va être copié par les auteurs suivants, l'auteur italien, Stratano Gressani, qui parle donc de la région de Bocagnano, avec donc des indices qui doivent être richissimes en or, en argent, en cuivre, etc. Bon, en outre, Gressani va parler donc des deux autres pierres mythiques de la Corse, donc la catochite, dont on a vu tout à l'heure la citation par Pline, et puis la pierre en forme de nez, c'est-à-dire certainement de la magnétite, ce qu'on appelait en Corse la pedra colata. Mais on ne sait pas si c'est de la magnétite toutes les pierres. C'est-à-dire un sulfure de fer ou un oxyde de fer. Donc, Ferrand du Puy, presque, disons, la deuxième partie du XVIIIe siècle, reprend encore à nouveau ses prédécesseurs en parlant de mines de fer, d'or, d'argent très riche. Lui, il rajoute d'une exploitation facile. Donc, les auteurs du XVIIIe donnent de la Corse, comment dirais-je, une idée d'une zone relativement intéressante du point de vue de la prospection minière. Alors, à la lumière de ces quelques ouvrages, on se rend compte des fantasmes que la Corse a pu engendrer du point de vue minier. Donc, pourquoi, à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, la Corse a-t-elle suscité des espoirs de ressources minières? On vient de le voir, il y a les récits de voyageurs. La Corse est un territoire dont l'intérieur est mal connu, voire reconnu, et elle est entourée, elle, de territoires qui sont très riches en ressources minières, on vient de le voir, l'Espagne,
la Sardaigne, mais aussi l'île d'Elbe, qui renferme des gisements de fer extrêmement abondants et extrêmement faciles, riches, très faciles d'exploitation. Donc on va regarder rapidement notre sujet la Corse, mais on va quand même s'intéresser un petit peu à la Sardaigne, qui est vraiment très très proche. Et on a comme en Corse des toponymes qui témoignent d'une présence très ancienne de l'activité minière, Argentière, Montiferru, Fontana-Raminosa, Capoferrato, etc. On a des équivalents en Corse, avec l'Argentine par exemple. La Sardaigne est riche en cuivre, en plomb, en argent, en fer, surtout dans l'Illésienne. Elle est exploitée dès le XVIe siècle par les Phéniciens, remplacée par les Carthaginois à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, puis Rome à partir de la première péninsule. Au XVIe siècle, la Sardaigne est sous domination espagnole, donc les Espagnols, on l'a vu, inondent l'Europe avec les métaux provenant d'Amérique du Sud, donc il n'y a pas d'exploitation minière importante. L'exploitation minière reprend au XVIIIe siècle, et elle se poursuit avec l'unification de l'Italie. Et on y découvre des mines d'argent extrêmement riches vers la fin du XIXe siècle, ce qu'on appelle le Decennio Argenteo. Il y a 2000 tonnes d'argent qui sont sorties par an entre 1880 et 1890. Et en fait, le vrai boom minier interviendra à la fin du XIXe siècle grâce à la présence grâce à l'exploitation de la dynamite. Et dans les années 60, la Sardaigne, ce sera comme dans le reste de l'Europe, ce sera la fin des mines à cause de problèmes économiques. Et donc, en 90, l'activité minière s'arrêtera. Donc, on va revenir sur la Corse et sur l'estimation des ressources minérales en Corse. Donc, dès que la présence française se sera bien installée en Corse, ça va se poser le problème des ressources. Qu'est-ce qu'on va pouvoir exploiter en Corse? Donc, en Europe en général, en France en particulier, la fin du XVIIIe siècle, c'est une époque où on se préoccupe de faire des inventaires de ressources. Donc en France, des cartes de ressources minières commencent à être relevées, et le premier inventaire systématique, publié en 1780, c'est l'inventaire de Guettard. Et après la côte française, donc, la Corse va faire l'objet du même type de recensement, mais pour faire ce type de recensement, on a besoin d'une carte pour localiser les ressources. Et cette carte fiable, ça va être le plan terrier. Donc, la première carte minière de la Corse va devoir attendre l'achèvement de la carte du plan terrier. Le plan terrier, donc, a nécessité l'activité d'une trentaine de géomètres, de dessinateurs, qui a travaillé pendant 25 ans sur ce projet et qui a fourni une carte remarquable de la Corse à une échelle de près du 10 millième. Donc, un millimètre sur la carte représente 10 mètres sur le terrain, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et sur ce plan terrier, il y a un certain nombre de gisements miniers qui sont indiqués, mais ce n'est pas une carte minière exhaustive. La première carte minéralogique de la Corse, c'est l'œuvre de Cadet le Jeune, et elle sort en 1789. Elle est imprimée à Bastia, et c'est une carte qui fait environ 1,50 m sur 1 mètre, et qui recense l'ensemble des gisements connus de l'époque en Corse. Là, vous avez un extrait donc d'un agrandissement de cette carte. En haut à gauche, ça montre la région de Clelvi, le gîte de l'Argentine, donc avec les symboles représentatifs du plomb et de l'argent. Sur le document en bas à gauche, le Cap Corse, avec la région de Roliane exactement, avec donc les endroits où sont localisées les veines de fer, SB d'antimoine, de cuivre et d'argent. Donc cet inventaire de Cadet le Jeune est un inventaire précis de l'ensemble de ce qu'on connaît à l'époque. Mais de ce qu'on connaît, c'est-à-dire des affleurements sur lesquels il est vulnéré, sans donner bien entendu d'indication sur le fait de l'abondance de ces gisements et de leur extension en profondeur. Donc cette époque donc, de la conquête française
c'est aussi l'époque de la naissance de la géologie. La géologie est une science relativement récente, hein. Elle est née à la fin du XVIIIe siècle et elle va prendre de l'importance pendant le XIXe et le XXe siècle. C'est Pierre Barral, qui est ingénieur des ponts et chaussées, qui est chargé de construire la route de Bastia à Ajaccio et de Bastia à Saint-Florent, qui va étudier, parce qu'il est passionné par les sciences naturelles, qui va étudier la Corse du point de vue géologique, en plus donc de ses travaux d'ingénieur des ponts et chaussées. Et c'est lui qui, pour la première fois, va décrire en fait la nature de la Corse occidentale, et c'est essentiellement de nature granitique, et celle de la Corse orientale, essentiellement constituée de calcaire, schiste, serpentine, amiante, ce qu'on appellerait aujourd'hui les œufioïdes. Il observe que nombre de minéralisations se trouvent localisées essentiellement dans la partie de la Corse orientale, dans laquelle on trouve donc la mine de ferro-grès, c'est-à-dire de la magnétite, du plomb argentifère, du cuivre, de l'antimoine. Donc voilà la carte que Barral donc dessinée, qui a fait l'objet de sa thèse, qui a été publiée juste avant la Révolution, et on distingue bien donc une partie rose au sud-ouest, une partie granitique, une partie blanchâtre donc au nord-est, et puis trois taches jaunes qui sont les trois bassins sédimentaires de Bonifacio, de la plaine orientale et de Saint-Florent. Donc cette carte ressemble beaucoup, enfin du moins le schéma qu'on a de la Corse aujourd'hui ressemble beaucoup à la carte de Barral, donc pour faire avec un certain nombre de choses plus modernes, si je puis dire. Donc la partie sud-ouest granitique, on sait maintenant que c'est une Corse d'âge hercynien, c'est-à-dire environ 300 millions d'années. La Corse située au nord-est, la Corse alpine, donc, qui est un prolongement, on peut dire, donc, de la chaîne des Alpes, et les formations miocènes, donc les formations sédimentaires de Saint-Florent, Alert et Bonifacio, sont des formations récentes qui datent de moins de 30 millions d'années. Ce que donc en bas à gauche, vous avez une coupe transversale sur le parallèle de Bastia, qui vous montre en teinte rouge et rose sur la partie gauche du schéma une coupe de la Corse hercynienne, c'est-à-dire la Corse granitique, celle sur laquelle nous sommes ici à l'âme, et puis sur la partie droite, en vert, les formations alpines. Donc, à la limite entre les formations alpines et les formations hercyniennes, vous voyez un trait noir et une flèche. Ça veut dire que les formations alpines ont été, les géologues disent charriées, c'est-à-dire lors des déformations de la côte terrestre, ont été amenées à chevaucher la partie granitique, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas été formés là où on les voit actuellement, qu'ils ont été formés beaucoup plus à l'est, et qu'elles se sont ensuite mises en place autour de, disons, on va dire, 50, 60 millions d'années. On reviendra tout à l'heure pourquoi c'est important. Donc voilà une photo qui est prise de la rive du Tavignane. Donc la ville de Corté se trouve à droite de la diapositive. Donc vous voyez sur la partie gauche les sommets granitiques et sur la partie droite une petite limite en trait pointillé et puis des roches dans l'aspect plus stratifié. Eh bien c'est le contact entre la Corse hercynienne, la Corse alpine. Vous voyez des flèches qui vous montrent que en fait, la partie qui est à droite, qu'on appelle les schistes lustrés, a été chevauchée et montée à l'assaut de la partie granitique. Donc vous imaginez bien que lors de la mise en place de ce que les géologues appellent des nappes, les roches ont été fracturées, ont été cassées, et que donc la continuité originale de ces roches est souvent perturbée, et que donc si dans ces roches il y a des minéralisations, il va être difficile, comment dirais-je, de les suivre sur de longues distances. Donc, comme on disait tout à l'heure, le 19e siècle, c'est la révolution industrielle, c'est le boom en Europe.
Donc des nouvelles techniques et de nouvelles méthodes de production des biens matériels, donc ça va être les productions en masse. Les mines exploitées dans l'Antiquité sont réouvertes, réaménagées. Pourquoi au Moyen-Âge on avait abandonné un certain nombre de mines qui étaient déjà exploitées par les Romains? C'était à cause des problèmes d'eau, on ne savait pas évacuer l'eau des mines. Au XIXe siècle, on arrive avec des pompes à vapeur, et ça va être très facile en fait d'assurer l'exo, c'est-à-dire la sortie de l'eau des mines. Et donc, on va simplement reprendre les mines romaines. C'est le cas de ce qui va se passer en Espagne lors de la ruée vers le pont. Les compagnies anglaises vont exploiter les mines romaines. Et donc, la Corse est un espace vierge. On ne connaît pas de mines importantes. Et donc, on se dit que, comme les formations sont semblables à ce qu'on connaît ailleurs, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de mines intéressantes en Corse. Et donc, des ingénieurs des mines vont être chargés de faire un inventaire des ressources en Corse. Alors, on a des rapports de ces ingénieurs des mines qui sont imprimés dans le journal des mines, qui est en fait un périodique, comment dirais-je, édité par l'École des mines de Paris. Donc, le premier rapport est celui de Jean Sall, en 1793. Remarquez qu'il y a beaucoup d'écrits qui datent de cette fin du XVIIIe siècle, parce que la Corse fait l'objet d'un grand intérêt, parce qu'on pense qu'on va y trouver vraiment de quoi faire fortune. Et donc, Jean Sall cite les mines à l'Inwitsney, à Corté, les mines de cuivre à Valic, etc. Pour certaines mines, il a des avis négatifs, comme par exemple renoncer à suivre celle de l'Aisne, etc. Donc, on s'intéresse de près aux ressources de ce que la Corse peut apporter. Bon, ça va être suivi d'autres campagnes d'investigation. En 1802, début du XIXe siècle, c'est Besson qui va venir faire une inspection en Corse, mais qui, lui, va faire plutôt confiance à Barral, parce que Besson raconte qu'en fait, sa mission a été abrégée par le fait qu'on lui a tiré des balles. Mais il reste quand même optimiste. La Corse a une belle variété de roches, pierres susceptibles, etc. Mais les difficultés de communication, le peu de ressources pour la vie, mauvaise air dans tous les terrains bas, qui fait allusion certainement à la malaria dans la plaine orientale, sont les principales causes qui ont empêché de faire des découvertes utiles et de connaître la Corse. Ensuite, il y a une autre mission, c'est la dernière dont je parlerai, qui est la mission de Étienne Gamard en Corse. Gamard qui est beaucoup plus... la géologie fait quelques progrès, puisqu'on est en 1820, et il est moins optimiste sur la capacité de la Corse à fournir des grandes mines. Parce qu'il écrit, si le terrain de Corse avait été connu comme aujourd'hui, il est certain qu'on n'aurait jamais conçu de grandes espérances en mines métalliques. Alors, il reste quand même prudent quand il parle des gisements antimoines du Cap Corse, parce qu'il dit qu'ils ont encore besoin de faire quelques recherches pour fixer une opinion. Ce qui est assez prudent quand on sait que les mines antimoines du Cap ont été les mines les plus intéressantes du point de vue minier de la Corse. Donc, où étaient les mines en Corse? Donc, la carte vous les situe. Je ne sais pas si c'est lisible par tout le monde, mais en vert, ce sont tous les indices de cuivre, qui, vous voyez, sont tous situés dans la partie nord-est ou est de la Corse, c'est-à-dire dans la partie alpine, à part l'indice de Marignane, qui n'a pas donné lieu à une exploitation. Le seul indice, la seule mine intéressante de la partie hercynienne, de la partie ouest, c'est la mine de l'Argentel, dont Alain vous a donné, vous a raconté l'histoire dans l'atelier concernant l'Argentel, qui a été un fiasco. Donc, plusieurs concessions ont été accordées pour les mines de cuivre dans la deuxième partie du XIXe siècle. Le plus souvent dans les zones où se trouvent les serpentines. Donc là, vous avez une photo d'une serpentine, c'est des roches
qui sont très fréquentes en Corse, parce qu'on quitte Pontelecce pour aller vers Bastia, dans le Golo. Il y a énormément d'affleurements de serpentines au sortir de Pontelecce en passant à Cem di Pipa. Donc, ces mines de cuivre en Corse, j'en prends l'exemple parce que c'est vraiment, elles sont assez exemplaires des espoirs qu'elles ont suscités et puis ensuite des échecs qu'on a pu, comment dirais-je, avoir avec ces mines. Donc, ce sont des gisements qui sont localement très très riches, mais il n'y a pas de réserve. Il y a beaucoup de gisements dans lesquels il y avait même du cuivre natif, donc qui pouvaient donner l'espoir qu'on avait des réserves importantes, mais ce n'est pas le cas. Il y a des capitaux, notamment anglais, mais aussi corses, qui seront investis, et ce sera du gouffre financier. Il y aura plusieurs millions investis en travaux de recherche à la fin du 19e et au 20e siècle. Alors, on peut imaginer pourquoi est-ce qu'il y a des investissements importants sur des mines qui ne se sont révélés finalement pas intéressants. Eh bien parce que les ingénieurs des mines avaient assimilé certains gîtes de cuivre de Corse à des mines qu'on connaissait en Toscane. En Toscane, on avait découvert, dans la première partie du XIXe siècle, à Montecatini, un gisement de cuivre extrêmement riche et extrêmement abondant. Donc, dans lequel la minéralisation s'enrichissait en profondeur, en creusant, vraiment de gros minerais. Et donc, ce gisement de Montecatini a servi de modèle aux ingénieurs des mines et ils ont conclu à l'exploitation possible de gisements corse. Alors, vous avez ici donc une coupe qui est fournie par un ingénieur des mines qui avait examiné le gisement de Pontelecce. Et donc, vous voyez, la zone figurée avec des barrés, c'est censé être les serpentines, et la cuivre est liée aux serpentines, et donc le gisement, les serpentines sont censées devenir de plus en plus denses en profondeur, et donc on imaginait que plus on creusait, plus on aurait de cuivre. C'était un modèle assez simple, et c'est un modèle qui n'a pas marché parce que les gisements corses ne sont pas du type du gisement du Montecatini. Alors pourquoi on a eu beaucoup d'échecs dans l'estimation des réacteurs? D'abord, il faut savoir que c'est une époque à laquelle les forages n'existent pas. La seule manière de reconnaître une minéralisation, c'est de faire un trou, et puis de faire un tunnel, et de creuser, et on creuse, ce sont des mineurs qui creusent. Donc c'est un travail long, qui est pénible, qui est coûteux. Et donc, on découvre les minéralisations au fur et à mesure de l'exploitation. Et si on ne trouve rien, on continue à creuser en espérant que ça va s'enrichir, et quand ça ne s'enrichit pas, et à force de creuser, on s'arrête et on a perdu beaucoup d'argent. Voilà. En plus, on n'a pas de modèle génétique, on ne sait pas pourquoi la minéralisation est là plutôt qu'ailleurs, on ignore les processus par lesquels elle est arrivée, et on recherche une continuité dans les minéralisations qui sont en fait ponctuelles et discontinues. On a vu que les minéralisations se trouvent dans des roches qui sont les roches de la Corse alpine, et que cette Corse alpine, lorsqu'elle s'est mise en place, elle était chargée depuis une mer qui se trouvait au sud, et qu'elle est venue à l'assaut, poussée par les forces tectoniques, sur la Corse hercynienne, avec énormément de déformations, et donc des discontinuités, donc dans les minéralisations qui étaient contenues dans ces roches. Alors, quelle est comment est-ce qu'on voit actuellement au XXe ou au XXIe siècle, comment est-ce qu'on reconnaît les minéralisations et comment est-ce que génétiquement on rend compte de la présence de ces minéralisations? Mais actuellement, on a beaucoup plus de facilité puisqu'on réalise des forages pour connaître la géométrie des minéralisations, donc on sait immédiatement si on a un enrichissement en profondeur ou pas. On sait comment se forment les gisements, s'ils sont formés sur place ou s'ils sont transportés, comme en Corse. Et les modèles génétiques expliquent la formation des gisements. Ils expliquent la recherche et l'exploitation de gros gisements. Et voilà. On viendra après sur les autres éléments. On va faire un petit peu de géologie sur 2-3 diapositives. Donc ce que vous voyez là, c'est une carte de l'océan Atlantique avec à droite l'Europe et à gauche l'Amérique. Au milieu, vous voyez
ici une grande ligne rouge qui va vers le nord, jusqu'à l'Islande. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rime médio-atlantique. C'est une zone volcanique. C'est à travers cette zone volcanique que s'échappent des laves basaltiques. Et cette zone volcanique qui écarte la plaque Amérique et la plaque Europe de environ, selon les endroits, de 2 à 3 cm par an. Alors pourquoi est-ce que je vous montre cette zone médio-atlantique? C'est parce que sur cette zone médio-atlantique, on a formation de gîtes de cuivre. Actuellement, c'est ce qu'on appelle des fumeurs noires, c'est-à-dire ce sont ces sources hydrothermales qui crachent de l'eau chaude, on va voir tout à l'heure comment ça se forme, et qui déposent des minerais de cuivre dans les cheminées. Et donc la carte que je vous montre ici, avec un petit effort, vous allez reconnaître la forme de l'Afrique, ici. Et l'encadré blanc ici, vous l'avez ici, c'est le monde. Il y a au Jurassique, au temps des dinosaures, il y a 175 millions d'années, et l'océan Atlantique n'est pas encore ouvert, mais il y a un océan qu'on a appelé, parce qu'il bien entendu pas de nom, qu'on a appelé la Tétis, et cette Tétis s'ouvrait donc. La Corse est ici, elle est bien entendu attachée, elle forme en fait la marge européenne, et il y a ici l'équivalent de la zone médio-atlantique, mais qui est en fait une zone volcanique dans la Tétis, et c'est là que vont se former les gisements de cuivre que l'on observe actuellement en Corse. Alors comment se forment ces gisements? Ils se forment donc dans des cheminées sous une profondeur d'eau de l'ordre du millier de mètre. Donc voilà en gros la coupe, si vous voulez, de la zone médio-atlantique ou de la ride qu'on a vu dans la Tétis, c'est exactement le même système. Donc on a un flux de magma qui monte relativement près de la surface, donc ça va chauffer l'eau qui se trouve dans les roches et qui va donc faire ce qu'on appelle des circuits hydrothermaux. Et donc l'eau va dissoudre les métaux dans les roches et va les redéposer dans les cheminées qui se trouvent au-dessus de la zone volcanique. C'est ainsi que se forment donc les gisements de cuivre. Donc souvent, ce sont des éléments que les anciens ne connaissaient pas. Donc ça explique. Donc ça explique, si vous voulez, la discontinuité donc, des gisements de cuivre. D'une part, ces cheminées volcaniques ne sont pas distribuées de façon continue et systématique sur la ride. Donc d'une part, donc, il n'y a pas partout des gisements de cuivre, et en plus, les forces tectoniques ont fait que ces cheminées volcaniques ont été, comment dirais-je, leur organisation primaire a été interrompue par la tectonique lors de la mise en place donc, de la Corse, donc de la pauvreté des gisements corses. Actuellement, donc, la tendance est à l'exploitation de gisements gigantesques. Hein. Vous avez une photo ici du gisement Chili de Chuquicamata, l'open pit dans la carrière, longueur 4,5 km, largeur 3,5 km, profondeur 850 mètres, production 1 200 000 tonnes de cuivre en métal par an. Donc là, c'est des exploitations qui sont dans des zones désertiques, mais c'est évident que les dégâts vis-à-vis de l'environnement sont énormes, mais localisés en un endroit. Donc, je vous ai parlé, j'ai pris 2 exemples pour vous parler donc un peu de l'aventure minière en Corse. C'est d'une part, c'était les gîtes de cuivre. Là, ça a été, comment dirais-je, une aventure qui n'a pas été productive, qui s'est mal terminée, on peut dire. Et les gîtes d'Antimoine du Cap, par contre, ce sont des gîtes qui ont placé la Corse au premier plan européen à l'intervalle du 19e et du 20e siècle. C'était des gisements extrêmement importants.
du point de vue de la production des gîtes filoniens avec de la stibine, qui est un sulfure d'antimoine, qui est en filon dans les schistes. C'est des filons qui recoupent les schistes qui sont encaissants, et ils ont un âge qui est jeune, une quarantaine de millions d'années. Donc, comment sont situés ces gîtes par rapport à leur environnement? Alors, ces gîtes, en fait, se situent dans la partie est du Cap Corse. Vous voyez donc, dans la région de Mâtre les gîtes d'arsenic, qui sont à peu près du l'image que ces gîtes d'antimoine, et symétriquement par rapport à l'île d'Elbe, dans la région donc, de Toscane, vous voyez qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des points marqués SP. SP, c'est le symbole de l'antimoine en Chine. Donc, on voit une sorte de zonalité, si vous voulez, autour du Pluton de l'île d'Elbe, du granit de l'île d'Elbe, granit qui est âgé de 6 millions d'années, qui s'est mis en place après la dérive de la Corse, alors que la Corse est déjà à sa place actuelle. C'est ça qui est important. La Corse a dérivé de sa position sur la marge sud européenne. Elle a dérivé par sa position actuelle entre 20 et 16 millions d'années. Donc, à l'époque actuelle, donc à l'époque de la mise en place du Pluton de l'île d'Elbe, de la granit de l'île d'Elbe, vers 6 millions d'années, la Corse est dans sa position actuelle. Et donc, les chercheurs qui ont étudié donc, les gîtes d'antimoine du Cap et ceux de Toscane ont imaginé un modèle dans lequel ils ont rendu responsable le granit de l'île d'Elbe de la genèse donc de ces gîtes d'antimoine. Donc voilà le type de schéma, si vous voulez, qu'ils ont mis au point. On a en rose donc un granit un magma granitique qui va se mettre en place dans une couverture ici colorée en gris. Et puis vous avez un certain nombre de pointillés qui représentent des zones qui sont de plus en plus froides à fur et à mesure qu'on s'éloigne du granit. Et de la même manière qu'on a vu que pour les fumeurs noirs, on avait des circuits d'eau chaude super critiques, des températures de 300-400 degrés, qui quittent le granit pour aller refroidir dans les couvertures, eh bien, ces fluides aérothermaux vont déposer dans les zones chaudes de l'étain et du tungstène, puis du cuivre, puis du plomb, puis de l'étain et de l'arsenic. Donc, de l'antimoine et de l'arsenic, pardon. Antimoine, donc, dans le Cap Corse, et arsenic dans la région de Mâtre. Voilà. Alors, quel est l'état actuel des connaissances des ressources minérales sur le Cap Corse? Sur la Corse, pardon. Donc, dans les années 60, il y a encore eu un inventaire, les géologues aiment bien faire des inventaires. Il y a eu une carte des gîtes minéraux de la Corse qui a été publiée, qui est disponible, et sur laquelle sont référencées, répertoriées toutes les exploitations minières qui se sont déroulées en Corse, ainsi que les sources thermales. Alors ensuite, suite à cet inventaire, cet état des lieux dans les années 60, dans les années 80, il y a eu une prospection générale de la Corse. Une prospection générale à l'aide d'outils géochimiques. Alors comment est-ce qu'on a procédé? Eh bien, on a pris une maille kilométrique et à chaque sommet des carrés de la maille kilométrique, on a prélevé des échantillons et on a analysé ces échantillons pour pratiquement tous les métaux du tableau de Mendeleïev. Donc là, vous avez 3 exemples pour le barium, pour le beryllium, pour le fer. Et donc, les couleurs sur ces schémas traduisent la teneur, si vous voulez, des métaux en fonction de leur localisation. Et plus on va vers les teintes rouges, et donc plus on se trouve dans des zones riches. Mais riche, c'est tout à fait relatif. En fait, on n'a, par ce système, détecté aucune anomalie susceptible de traduire la présence de gisements intéressants en Corse. Donc, la Corse
intégré, disons, dans son environnement européen. Les seules mines qui ont été prises en compte, ce sont les seules qui ont été vraiment productives, ce sont les mines du Cap, les mines de Mergue et de Lourdes, pour l'Antimoine. Et l'ensemble de toutes les informations concernant la Corse se trouvent dans des banques de données qui sont accessibles au public. On a une base de données européenne de minéralisation qui s'appelle le SIG Europe, Système d'information géographique pour l'Europe. Et donc, un agrandissement donc, de cette base de données vous montre la Corse avec donc chaque petit point rouge qui correspond donc à un escalier. Et quand on clique sur l'indice, on a les références donc, de la localisation, de la teneur et de la nature, donc les métaux qui sont contenus donc, dans les veines minéralisées. Voilà. Je remercie les organisateurs. Et